Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'échanges, de débats peut-être au 39-21. Cette libre antenne, comme son nom l'indique, vous permet d'aborder tous les thèmes relatifs à la sphère intime, que ce soit la vie de couple, les relations avec les enfants, avec la famille, la sexualité, mais aussi les relations au travail qui tient beaucoup de place dans nos vies. Alors ce sont là quelques exemples parmi d'autres, la liste est non exhaustive et vous pouvez également appeler le 39-21 pour tout autre sujet, me poser toutes les questions qui vous préoccupent. Vous y serez accueillis ce soir par Justin et Quentin avec la complicité de Fabrice Fougerouze qui réalise cette émission. Et si vous voulez réagir à un témoignage, si vous voulez faire part de votre expérience, faire des commentaires, eh bien, vous pouvez appeler ce numéro à tout moment puisque nous sommes en direct comme tous les soirs. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un message en commençant par le mot nuit, puis votre message et vous envoyez le tout au 7 21 21. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes actuellement en procédure de divorce. Oui, c'est ça. Vous êtes séparés depuis 2 ans. 2 ans, oui. Et plus la procédure avance, plus vous vous posez des questions. Voilà. Alors, je vais raconter un petit peu l'histoire, je vais essayer d'être assez brève. J'ai 44 ans. J'ai rencontré mon mari, on était étudiants en fait en école de commerce. Au terme de cette école, on s'est donc mis assez rapidement ensemble. Et c'est vrai que ça a été assez rapide et puis très naturel. Enfin, je me suis même pas posé de questions. À la fin de notre école de commerce, on a quitté la ville où on était pour aller dans une autre un peu plus grande où lui voulait continuer ses études. Moi, j'ai cherché du travail. Donc j'ai quitté la région de ma famille, je l'ai suivi et puis voilà. Donc on a connu ce qu'on appelle d'étudiants, le premier appartement, le premier boulot pour moi, premier job. Lui, il est resté étudiant pendant encore 1 an. Vraiment, bon, voilà, très bien. On avait 23, 24 ans. Et puis, voilà, moi j'étais bien. Lui, c'était quelqu'un qui a beaucoup de capacités, c'est-à-dire que je trouvais, que j'admirais, très intelligent. Il avait fait un bac C avec une mention bien, très facilement. Il était sorti major de notre promo. Enfin voilà, il voulait continuer ses études. Et puis, normalement, il en avait un petit peu marre, donc il a trouvé un contrat par alternance. Et du jour au lendemain où il l'a trouvé, il est rentré en me disant, écoute, voilà, Marie, on se marie. Moi, oui, ça m'a même pas... Voilà, donc on s'est mariés en 92. Donc en fait, 3 ans après s'être mis ensemble, on s'est mariés en 92. Et puis moi j'étais dans la vente, j'avais un gros secteur, donc souvent quand même je découchais. Enfin, il y avait pas mal de choses. Donc on s'est mariés en avril. Et puis voilà, je découchais pas mal. C'était quelqu'un qui était. Mais pour de bonnes raisons. Oui, tout à fait. Oui, j'allais. Je suis déléguée médicale et donc j'allais à l'hôtel, etc. Et c'est vrai que lui, il avait un petit peu de mal. On était très, très fusionnels. On était tout le temps ensemble. Enfin, voilà. Donc, quand on se quittait, c'était un petit peu dur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, je me suis un peu éclatée. J'ai aimé. J'ai adoré. J'ai aimé mon travail, etc. Je suis partie en séminaire européen où c'est vrai que... Je résume, parce que c'est il y a 20 ans, mais j'ai été émoustillée par quelqu'un, mais c'est absolument rien passé. Et je suis quelqu'un d'assez franche, assez spontanée, ce qui fait que quand je suis rentrée de séminaire, il était venu me chercher à l'aéroport, il avait fait des heures de voiture pour venir me chercher, j'étais assez froide. J'ai eu le malheur de dire que c'était rien passé, il a très très mal pris. Ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'avais eu des aventures avant. C'était pas la première personne avec qui j'avais eu des relations. Lui, si. Et il avait déjà 21 ans. Donc, c'était quelqu'un qui avait démarré sa vie sexuelle, donc très tardivement avec moi.
Donc au début, c'est vrai qu'il était même jaloux de ma vie sexuelle, intime d'avant. Enfin, il l'a mal pris. Il est parti bouder 2-3 jours chez ses parents. Il est revenu, puis voilà. Et en fait, ça c'est arrivé donc en été 92. Et en décembre, je le sentais un petit peu loin. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Enfin bref. J'ai dit il fallait qu'il se passe quelque chose, t'as quelqu'un, enfin je comprenais pas. Et puis là, il m'a avoué qu'il avait quelqu'un et donc je suis tombée de haut. Il m'a dit que en fait j'étais pas gentille, que j'avais pas été gentille, que j'étais jamais là, que le coup que j'avais fait en juillet ça n'était pas remis, enfin bref, voilà. Je l'ai très très mal pris. Dans un premier temps, donc pendant 2 mois, on a été plus ou moins séparés. Je suis allée chez mes parents, je suis allée chez les siens. Mes parents m'ont dit, mais Anne, que veux-tu? Il avait connu que toi, avec le caractère que tu as, enfin très, voilà. Et ça m'a un petit peu perturbée. Et puis au bout d'1 mois, donc il est venu en rechercher, on s'est remis ensemble. Mais 92, c'est l'année de votre mariage? Oui, donc là, en fait, il m'a trompée en décembre 92. Et je dirais janvier, février, mars 93, ça a été... on se déchirait, on revenait, on repartait. Enfin, c'était oui, mais là, il s'est quand même écoulé 20 ans. C'est-à-dire que, pourquoi vous revenez-vous à cette histoire-là? Puisque après, vous êtes restés 20 ans ensemble, quand même, au fond, Marie. Donc, voilà. Vous êtes en séparation que depuis 2 ans? Non, mais en fait, je vous raconte ça parce qu'en fait, on s'est remis ensemble. Et puis, au mois de mai-juin, j'ai appris que j'étais enceinte de 3 mois. Donc, j'ai accouché d'un petit garçon en décembre 93. Et j'ai raccouché d'un autre petit garçon en décembre 94. Et puis la vie s'est écoulée. Voilà, des années ont passé, etc. Jusqu'en 2006, où en fait, à partir de 2000, lui, entre-temps, il s'était mis à son compte. Je le trouvais un peu dépressif, il avait du mal. Et au niveau professionnel, il a démarré de manière très très haute. Et il baissait au fur et à mesure que moi, je montais dans ma société. Donc on s'est retrouvés donc au début des années 2000-2006 où moi je pouvais gagner le double que lui. Mmh. Donc ça je sentais et je sentais un petit peu dépressif et je me suis transformée en superwoman, c'est-à-dire que j'assumais l'éducation des enfants, je venais, je repartais, lui il était à son compte, il faisait pas ses bilans, enfin il y avait des choses qu'il n'assumait pas. Et puis il m'a retrompé une première fois en 2006. Pareil, je l'ai tout de suite senti. Là, j'ai pas eu le courage de partir. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup pleuré. Ça dure encore 2 mois. Je me suis dit, écoute, parce que tous les 10 ans, tous les 15 ans, j'étais pas prête. J'ai pas pu. Et puis lui, il a voulu revenir, il pleurait, etc. Donc, ça a duré 2 mois. Et on s'est remis ensemble en septembre, donc au bout de 2 mois, pareil, de déchirure. Je suis retombée enceinte en décembre 2006, Et là, je n'ai pas gardé l'enfant. Ça a été très dur pour moi parce qu'en fait, je le sentais pas. Ça m'avait tellement traumatisé ce qui venait de nous arriver que j'étais pas bien, que c'était plus moi. Moi qui venais dans une famille nombreuse, je me voyais pas. J'étais lessivée, j'étais usée. Et puis, en 2007, ça s'est relativement bien passé. Je trouvais que lui, au niveau du boulot, c'était toujours pareil. Il m'avait fait des promesses qu'il ne tenait pas. C'est moi qui tenais tout à bout de bras. Et dans sa vie professionnelle, il s'est fait redresser. On s'est fait redresser au niveau fiscal, au niveau personnel aussi. J'en pouvais plus. Ce qui fait qu'un jour, en octobre 2008, vous voyez, donc c'est il y a 2 ans, je vous ai entendu en fait un soir et vous avez dit à une femme, vous lui avez dit, mais est-ce que vous ne vous aimez pas au point d'accepter tout ça de votre mari? Et c'est marrant, je me suis fait cette réflexion me concernant. Entre-temps, 6 mois auparavant, j'avais été voir un psychologue. J'avais fait différents exercices avec lui parce que je sentais bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, que j'étais pas bien, j'étais pas bien. Et puis, lui, il était de plus en plus irascible, de plus en plus agressif. Mais quand je partais en séminaire, il pouvait rester 1 semaine à la maison sans travailler. Il m'attendait, enfin voilà. Donc, il était agressif vis-à-vis des enfants. On avait l'impression qu'il était jaloux d'eux. Et puis un jour, ma famille est venue, s'est mal comporté. Enfin, il faisait la tête. Et j'ai pleuré toute la nuit. Donc c'était en octobre 2008. Je me suis levée le matin et je me suis dit, il faut que tu t'en ailles. Pars, fais un break de quelques mois, prends un appartement, fais quelque chose parce que là, t'en peux plus. J'avais mal au dos, j'avais des problèmes de santé. Et je suis partie.
Donc quand je lui ai annoncé, j'écoute, je peux plus, là j'ai tout, je suis pas bien, je t'ai donné plein d'alertes, tu ne m'as pas écouté, je vais prendre un appartement. Il m'a dit, si jamais tu pars, c'est fini. J'ai dit, écoute, si tu prends comme ça, c'est que, bon, quelque part, j'ai tenu bon, je suis partie. Donc je suis partie en novembre 2008. Il a beaucoup pleuré, les enfants me disaient, maman, il est dépressif, ça va pas, papa, etc. Donc il s'est écoulé 1 an, sans que je fasse aucune procédure ni quoi que ce soit. Moi, j'allais mieux. Je me suis reposée, en fait. J'étais tellement fatiguée que j'ai mis 1 an à me reposer, à me refaire. J'ai continué ma psychothérapie. Enfin, c'était pas une psychothérapie, c'était d'autres choses. J'allais mieux. En fait, c'était quoi? C'était... là, je suis un petit peu... comment dire, parce que je vous parle, vous savez, c'est avec les mouvements oculaires, c'est un nom, on vous fait travailler avec les mouvements des yeux pour éventuellement voir des traumatismes que vous avez eus étant plus jeune. MDR. EMDR, voilà, merci. EMDR, oui. Oui, l'Imotricity, le MDR, qui a fait ressortir que j'avais eu des attouchements, mais sans de la part de membres de ma famille, et qui faisait que j'avais des petits soucis dans l'intimité à me lâcher complètement. Oui. Donc voilà. Donc j'ai fait ce travail, j'allais mieux, enfin bref, on se voyait régulièrement à cause des enfants. Au début, il m'a dit, je ferai tout, qu'est-ce que je peux faire? On peut vendre la maison, on fera différemment. Il pleurait. Et puis en fait, en novembre 2009, je me suis aperçue qu'il me trompait. Que lorsque je suis partie en 2008... Mais il vous trompait, vous n'étiez plus ensemble? Oui, mais en fait, en 2009... Donc il ne vous trompait pas, là? Puisque vous étiez séparés. 2007. Il me trompait depuis 2007 avec la même femme de 92. C'est pour ça que je vous ai parlé de 92. D'accord. C'était toujours la même, oui. C'était toujours mais la elle même. était dans... Il la voyait depuis 2012 Depuis 2012. Quel lapsus. Depuis... Non. Pardonnez-moi. Depuis... En fait... Depuis 92, pardonnez-moi. Je m'en mêle, c'est avec les dates. Depuis, on parle tellement de 2012, vous voyez, depuis 92? Non, il avait interrompu. C'est une femme qui est dans son environnement, donc. Oui, professionnelle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est là qui est le plus horrible, ce qui a fait décider que j'ai eu un cataclysme dans ma vie. C'est qu'en fait, il m'a tout lâché. Il m'a dit, bah oui, je vais te dire la vérité. En fait, je suis de nouveau avec cette fille depuis 2007. Et en fait, en 92, tu as cru que ça durait 2-3 mois, mais ça a duré en 93 et en 94. Donc je dis, t'es en train de me dire que, en fait, quand je portais nos 2 enfants, tu me trompais encore. Il me fait, oui. J'ai dit, mais en fait, tu venais une double vie. Là, il a toujours dit, tu racontes n'importe quoi, ça n'a jamais été une double vie, tu ne comprends rien, c'était pas ça du tout, mais c'est vrai que je la voyais encore. Oui, c'est douloureux d'apprendre ça, surtout que ce soit la même, enfin, déjà le fait de l'infidélité, mais en plus que ce soit toujours cette femme-là, elle est... Oui. Quel lien elle est dans son environnement Non, parce que en fait, elle a été dans son environnement professionnel, et puis en fait, comme il s'est mis à son compte, oui. Il a quitté cette société, donc en fait, il était supposé ne plus la voir. Oui. Et je pense que de 94 jusqu'en 2007, peut-être qu'ils se sont écrits, je ne sais pas, mais a priori, ils ne se sont pas vus. Et en 2006, c'était pas elle. Donc, vous voyez, je pense qu'en fait, ils avaient effectivement arrêté. Et en fait, il m'a fait comprendre, qu'en gros, elle lui apportait tout ce que je ne lui apportais pas sexuellement, mais c'était que ça. Voilà. Donc il m'a balancé ça. Oui, mais ça, il voulait vous blesser, je pense. Je pense, il m'a dit de toute façon... Parce qu'on peut penser que c'est un autre niveau que ça se joue, parce qu'il y a quand même cette répétition... Je comprends. Alors je comprends effectivement pourquoi vous revenez à cette histoire, à vos débuts en 92. Oui. Puis il y a quand même cette répétition à chaque fois que je note, où c'est à chaque fois dans des moments où vous êtes très investi dans votre travail. Oui. Et où lui, à ce moment-là, comme s'il se sentait, je ne sais pas si je me trompe, mais délaissé, et lui plonge. Complètement. Et plonge plonge dans vous me dites dans quelque chose de la dépression au fond, vous me dites qu'il semble assez dépressif. Oui. Déprimé, dépressif. Et
Et là, alors c'est pas comme si alors je sais pas, la première fois c'est peut-être un peu différent, mais en tout cas en 2006. Vous dites qu'il était très déprimé. C'était un moment où vous étiez très investi dans votre travail, où vous gagniez le double de lui. Oui. Pardon ? Oui, ça marchait très très bien pour moi. Ça marchait très bien. Lui était mal. Alors c'est vrai que l'infidélité parfois, dans ces cas-là, peut être une façon de presque de se revaloriser, de chercher une image de soi un peu défaillante. Chercher, vous voyez, je pense que là c'est pas. Alors, il vous parle de la sexualité, mais ça peut être aussi effectivement se prouver qu'on est encore un homme, se prouver qu'on veut encore quelque chose. Oui, pas plus tard qu'au mois de mai, parce qu'en fait, donc quand j'ai appris ça, novembre 2009, je pense que j'ai tous mes 20 ans. Imaginez que vous avez l'impression que vous avez passé 20 ans auprès de quelqu'un où vous êtes trompé sur tout. Je suis pas sûre que vous soyez trompé sur tout, parce que au fond, cet homme, il est resté auprès de vous et. Mais il a été capable de me dire. Tu te rends compte que à chaque fois qu'en fait il aurait pu partir en 92, je me suis retrouvée enceinte. Il est persuadé qu'à chaque fois qu'on a eu des histoires, inconsciemment, je me suis retrouvée enceinte. Je dis mais c'est horrible de dire ça, c'est horrible il m'a dit oui, mais tu es tellement fort de caractère, t'es capable inconsciemment de faire que j'ai eu mon premier fils. J'ai trouvé ça. Ça interroge. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là, selon vous? Que j'ai plus de volonté que lui, et puis que lui, en fait, il n'a pas vraiment décidé. Je ne sais pas. Oui, c'est un peu douloureux. Vous l'entendez comme ça, c'est-à-dire il a. Mais qu'est-ce qu'il entend? C'est-à-dire que vous l'auriez piégé? Sur le moment, c'est ce que j'ai pensé. Est-ce que vous pensez que c'est réellement ce qu'il voulait dire? Ça interroge. Moi, je sais pas. C'est pas forcément. C'est-à-dire que au fond, c'est peut-être dans la fidélité qui a lieu. Vous êtes mariés en avril 92. L'infidélité a lieu en décembre 92. Peut-être que vous vous êtes fait très peur tous les deux et que, vous étiez mariés, vous aviez un projet de couple et ce projet de couple a été suivi d'un projet de désir de créer une famille. Oui. Vous en aviez parlé auparavant, je pense. Oui, tout à fait. Bon, et peut-être qu'à ce moment-là, ça a déclenché quelque chose chez vous. Mais ce qui est intéressant, en revanche, c'est cette grossesse qui est arrivée en décembre 2006, au moment où vous apprenez à nouveau l'infidélité. Oui. Mais grossesse que vous n'avez pas gardée. Oui, j'avais quand même 40 ans et j'ai oublié 1 ou 2 fois la pilule, donc je veux dire, j'ai une faculté à tomber enceinte qui est assez, oui, mais là, c'est vrai que ça interroge. C'est-à-dire cette grossesse qui arrive, mais au fond, vous voyez bien que vous n'avez pas cherché, là, si vous aviez voulu provoquer quelque chose et que c'était provoquer une grossesse pour exercer une quelconque pression, vous auriez poursuivi cette grossesse, qui n'était pas le cas. En revanche, oui, il y a quelque chose qui vient s'incarner d'un lapsus peut-être contraceptif, oui, à ce moment-là, qui est intéressant en tout cas. Je pense que j'ai eu l'impression que on était à la fin, j'étais un peu sa mère, j'étais son amie. Oui. Parce qu'en fait, il ne côtoie personne à part moi. Il me disait toujours, j'ai pas besoin d'amis, je t'ai toi. Et tous mes proches, y compris ma sœur, m'a dit, mais je t'ai tellement envié, il ne voyait que par toi, il ne bouge, c'était quelqu'un, tout le monde me disait, il est trop à travers toi. Oui, mais c'est pas enviable. Non. Parce que vous étiez extrêmement fatigué. Vous dites vous étiez physiquement très fatigué. Vous dites qu'au fond, quand vous vous êtes séparé de lui, vous avez eu cette année-là de séparation. Lui était très déprimé parce qu'il n'avait plus vous n'étiez plus là. Cette présence. Vous n'étiez plus ce soutien. Mais vous avez pu souffler, récupérer de l'énergie et aussi physiquement. Vous disiez vous aviez très mal au dos, vous le portiez littéralement. Vous n'avez plus jamais eu mal au dos. Jamais. Depuis 2 ans, je n'ai plus aucun souci de santé. Et en fait, si je vous appelle, c'est parce que ça a été, depuis novembre 2009, ça a été très dur pour moi. J'ai eu énormément de colère. Je suis quelqu'un de très entière. Et si vous voulez,
comment dire, j'ai du mal à l'accepter. Je suis en plus dans le milieu médical. Comment dire, c'est un milieu très 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 apparence, etc. Où comment dire, je suis toujours restée droite dans mes bottes. Je n'ai jamais trompé mon mari, mais c'est même pas. Et pourtant, Dieu sait, j'ai toujours l'impression que moi j'avais rempli ma partie. Enfin, voilà, et que. Et le plus dur, c'est que quand je suis partie, beaucoup ont pensé que moi j'avais quelqu'un, parce que de nous deux du couple, c'était moi qui en plus attirait le plus les regards, parce que bon, on me dit souvent que je suis une belle femme, voilà, et en fait non, c'était lui. Et ce qui se passe, c'est que j'ai lancé ma procédure au printemps. Oui, alors justement, oui, revenons-y, parce que c'est ça, vous lancez votre procédure, oui. Vous êtes séparés et vous doutez. Alors, bon, ouais, parce qu'en fait, alors vous doutez de quoi? Je doute parce que quand j'ai appris ça, je suis passée par une phase de colère. Lui ne voulait pas divorcer. Je sentais, oui, tu m'as trahi. J'étais au fond du trou. Il ne se remet absolument pas en question. Lui. Alors, on a beaucoup parlé de lui. Maintenant, parlons un petit peu de vous, Marie. Vous. Ben, en fait, j'ai beaucoup souffert. Pardonnez-moi, je suis un petit peu ferme et un peu autoritaire avec vous, mais c'est parce que je sens vous avez beaucoup parlé de lui, de comment lui réagit, comment. Mon tempérament est comme ça. Oui, mais justement, j'aimerais bien vous entendre un peu votre voix à vous. Eh ben, en fait, donc je me suis sentie mieux, reposée. Bon. J'étais persuadée que je ne l'aimais plus, enfin qu'il m'avait tellement dégoûtée, enfin voilà quoi. J'ai entamé, on se voyait régulièrement, on s'insultait, enfin bref, c'était très très violent. Et au printemps donc de cette année, en mars-avril, j'ai déposé ma demande en divorce. À ce moment-là, il m'a harcelé au téléphone pendant une quinzaine de jours. La nuit, le jour, je ne répondais pas. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il voulait, mais enfin, bref. Et on est passé au mois de mai-juin. Et si vous voulez, ce que je me rends compte, c'est, le temps passant, c'est qu'il est encore plus mal qu'avant. Mm-hmm. C'est-à-dire, dans le boulot, c'est encore pire qu'avant quand j'étais là. Et alors, et vous? Est-ce que vous me parlez de lui à nouveau? Voilà. Parce qu'il me manque. Qu'est-ce qui vous manque précisément? Mon bras. Votre bras, c'est-à-dire, ouais. Vous pouvez préciser? Qui est le bras de l'autre, là? Oui, je sais, mais j'ai Qui prend le bras? Oui, mais... Non, mais définissez-moi, allez plus loin, c'est quoi cette image de bras? Qu'il manque une partie de moi-même. Il manque... quand on me mais voit... c'est intéressant, cette image de bras. Est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pourquoi le bras? Il y a une partie de moi qui est morte, il y a, je sais, un bras, il me manque lui qui est mon bras. Qui prend dans les bras? Qui prenait dans les bras? Lui, beaucoup, parce qu'il est beaucoup plus grand que moi. Il vous prenait dans les bras? Ah, beaucoup, beaucoup. Mais il était très affectueux, très tendre. Oui, ça, oui. Il vous consolait? Oui. Enfin, il consolait. En fait, on était le père et le mère, chacun tour de rôle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il avait le côté, la stature, il fait 30 cm de plus que moi. J'avais le côté un peu, des fois, femme-enfant. Il m'a porté ça. Moi, de l'autre côté, je faisais Superwoman. Vous étiez père et mère. Est-ce que vous étiez homme et femme, amant? Non. Oui. Est-ce que c'est pas ça qui manque à votre couple? Si, c'est ça. Oui. Mais je sais. Mais je n'arrive pas... Je n'arrive pas à... Très longtemps, je me suis dit, je n'imagine pas de vieillir sans lui. Bon. Et le problème, c'est qu'à un moment, je me suis dit, bon, allez, sors de là, entame ta procédure. L'été est passé, et là, j'ai l'impression que ça revient encore plus en boomerang. Quand on se voit, j'ai l'impression, quand on se regarde, j'ai l'impression qu'on se reconnecte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je sais que l'autre femme est toujours là, qu'il y a des gros soucis. Oui, mais cette autre femme est peut-être toujours là parce qu'il manque quelque chose à votre couple. Oui. Et du coup, ça, ces grossesses qui arrivent, je parle pas de, mais les grossesses, puisque ce sont des enfants. Hein, là, il y a eu des enfants, donc vous avez 2 enfants, mais cette grossesse qui est arrivée
encore une fois, en 2006, quand vous avez appris une infidélité, elle s'éclaire sous un jour particulier avec ce que vous me dites. Quand vous dites on est père et mère, ben finalement, oui, au fond, là, c'est comme si pour sauver votre couple, il fallait à nouveau un enfant. Ouais. Parce que sans enfant, comment il tient ce couple ? Donc c'est peut-être là qu'il y aurait quelque chose à travailler, Marie, si vous voulez, parce que après tout, une procédure, vous avez entamé une procédure de divorce, mais vous êtes libre aussi de l'arrêter, cette procédure. Maintenant, parce qu'en fait, c'est un type de divorce où maintenant que c'est enclenché, on ne peut plus aller en arrière. Non, mais attendez, Marie. Encore heureux qu'il soit possible d'aller en arrière quand même. Mais hein. je ne veux pas. Je suis très embêtue, je ne veux pas. Oui, Et alors là, c'est toute votre ambivalence et ça, c'est à travailler parce que. Ce qu'on m'a dit, c'est comme si tu voulais complètement arrêter ce mariage pour éventuellement en démarrer un jour un autre. Mais avec qui ? Avec lui. Oui, mais enfin, c'est ce que je vous dis aussi. Oui, mais alors là, vous allez quand même assez loin. Hein. Vous allez assez loin parce que, certes, il y a des couples qui, après avoir divorcé, se remettent ensemble, mais parfois, il s'écoule quand même des années entre le moment du divorce. Il faut quand même pas, c'est pas comme dans les films où on divorce et puis une semaine après, on se remet ensemble. Hein. Donc une procédure peut s'arrêter, il peut y avoir une thérapie, vous pouvez envisager une thérapie ensemble, parce que je pense que seul ça me paraît compliqué. Hein. Une thérapie de couple, où vous travailleriez sur votre relation de couple pour, je vous dis, que votre couple ne soit pas simplement basé sur la relation de parents, où vous jouez quand même beaucoup le rôle de mère, mais où vous dites que cet homme a par moment aussi sait vous rassurer, et donc cette partie-là vous manque, donc vous vous rassurez, vous vous protégez mutuellement, au fond, mais il manque toute la dimension un peu sexuée, mais qui englobe, ça va au-delà de la sexualité génitale entre un homme et une femme, hein, c'est-à-dire de ce qui unit aussi un homme et une femme, c'est-à-dire, et c'est là où il y a un pilier qui manque et qui fait que votre relation de couple est en souffrance. Alors, je vais vous lire des réactions avant qu'on accueille Catel qui est avec nous au 39 21, des réactions qui arrivent par SMS. Il y a Laurent qui dit Marie, c'est elle qu'elle est le colosse aux pieds et aux bras d'argile. Et puis il y a Chris qui dit l'homme-enfant qui se réfugie auprès d'une autre pour exister. Le subversif qui dit tout est là, vous êtes la force du couple que vous tenez à bout de bras, avec l'inassurance de votre mari. Complexe-t-il par rapport aux femmes, à vous ou en soi? C'est qu'il l'explore. Et puis quelqu'un qui dit c'est son premier amour, un amour quasi oedipien. Apparemment il était à la recherche de réconfort ailleurs, à chaque grossesse de la maman, ainsi qu'à chaque nouvel investissement professionnel qui sous-entend moins de présence pour ce grand enfant. Et puis il y a également le subversif qui dit recommencer à zéro, retisser de rien, retisser de rien des liens profonds comme sont profonds des liens de 20 ans. Il peut sembler là comme une ingravissable montagne au point de rester dans la vallée. Bon, donc on peut effectivement recommencer. On recommence jamais à zéro, hein, je pense. Il faut tenir compte du passé, d'un passif de couple, et donc vraiment aller, je crois, s'il a ce désir, lui aussi, apparemment ça semble être le cas, aller en parler à un thérapeute de couple. Et puis il y a Rémi qui dit Marie ne semble pas envisager que des divorcés peuvent rester amis et soutiens, ce pourrait être un avenir. Mais vous ne l'envisagez pas comme tel, je crois. Non, je pense pas. Non, vous l'envisagez en couple. Bonsoir Catel. Oui, bonsoir. 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 Bonsoir Marie. Voilà, j'ai appelé parce que j'ai vécu avec un homme qui m'a trompée. Assez récemment en fait, depuis 2007.
Et donc par certains aspects, dans l'abus aussi, au sein du couple, malheureusement, je me suis sentie en proximité avec ce que vous avez expliqué. Moi, j'ai une grosse différence par rapport à vous, c'est que je suis née avec une malformation congénitale. Et donc, il m'est très difficile d'enfanter. C'est ma difficulté personnelle. Donc, dans la relation de couple, du coup, je joue plus l'amante. Parfois un peu la mère juive, ça m'arrive, mais pas tout à fait quand même. J'ai quand même des désirs et aussi une projection vers l'avenir. Ce qui me surprend, oui, vraiment, c'est que vous ayez parlé de MDR, mais pas plus. Comme si vous ne vouliez pas donner plus de vous, et du coup, vos bras tombent, mais vous avez des bras, vous avez 10 doigts. Vous pouvez jouer du piano, vous pouvez même rencontrer un autre homme, le caresser ou vous faire masser, retrouver votre corps à vous. Et la vie, votre cœur qui bat, quoi. C'est beaucoup de choses dans une vie. Et c'est pas que un seul homme qui peut apporter ça à une femme. Enfin, j'espère que vous comprendrez. Oui, mais j'ai des amis, qui me disent souvent, mon mari, un tel, et je sais que j'ai très vite la réputation des soirées, on m'a dit, mais Anne, beaucoup d'hommes ont fait la réflexion, elle se ferme comme une huître, ou tu t'es fait beaucoup de règles. Et j'ai tendance à me fermer, mais soit je tombe sur des hommes mariés, donc je ne vais pas faire aux autres ce qu'on m'a fait, quoi. Ça, je le ferai pas. Et puis, je suis peut-être difficile, donc il y a toujours un truc qui ne va pas. Et c'est vrai, et Dieu sait si je sors, et j'ai eu vraiment de bon nombre d'occasions où on m'a dit, lance-toi, et je peux pas. C'est comme si j'avais encore un lien qui m'unit. Je sais que lui... c'est peut-être sa culpabilité. C'est peut-être que vous ressentez coupable. Parce que, est-ce que vous allez faire la même chose à une autre? Vous en savez rien. Non, je ne ferai pas. Ça serait pas la même chose. Ça serait différent. Oui, mais... C'est une reproduction d'un schéma, là. Oui, moi, je pense que devenir la maîtresse d'un marié, j'aurais l'impression que je fais pareil que l'autre. Ah oui, c'est pas ça que je vous recommande. Il y a d'autres possibilités envisageables. Ouais. Mais bon, apparemment, on peut respecter aussi le souhait de Marie, qu'a-t-elle, mais aussi son ambivalence, parce que c'est à travailler aussi, parce que vous dites, au fond, vous doutez, mais vous semblez dire que vous voulez aller au bout de la procédure, et une fois aller au bout de cette procédure, peut-être envisager de repartir sur de nouvelles bases. C'est quand même un peu la politique de la terre brûlée, Oui, je sais. Il est encore temps, renseignez-vous bien, d'envisager d'en parler à ce moment-là avec votre mari et d'envisager une thérapie de couple. Enfin, on n'oblige pas les gens. Ah ben s'il le fait pas, alors là vous êtes, permettez-moi, je veux pas être pessimiste, mais très mal parti, parce que ça veut dire que de toute façon, vous ne pourrez pas seul changer la donne dans votre relation. Vous retomberez dans le même type de relation. Il est probable, c'est-à-dire que même si vous voulez dénouer, faire avancer les choses, peut-être en vous positionnant différemment par rapport à lui, vous l'amènerez à être un peu différent. Mais la relation, dans une thérapie de couple, on travaille aussi sur la relation. Or, s'il y en a un qui n'est pas prêt à faire avancer la relation, vous ne pourrez pas seul la faire évoluer. Donc là aussi, il faut aussi qu'il se montre responsable si il ne voulait pas que vous partiez, il avait envie de reconstruire quelque chose avec vous. Eh bien, il faut lui dire, seuls nous sommes extrêmement en difficulté, puisqu'au fond il subit cette procédure de divorce. Vous lui donnez une possibilité de faire évoluer votre relation. S'il ne la saisit pas, écoutez, il construit il tisse sa toile de souffrance. C'est son problème à lui. Vous ne pourrez pas le sauver malgré lui. Bon, après c'est à vous de voir. Comment ? Mais vous aussi, Marie. Donc c'est à vous d'y réfléchir.
Si vous êtes tous les deux dans l'ambivalence, vous aurez du mal à avancer. Bon courage en tout cas. Merci Catel également de votre réaction. Je vous en prie. Au revoir. Gaëtan Roussel, dis-moi encore que tu m'aimes. On a un petit message qui dit: séparé de mon ami depuis 3 ans, on se connaît depuis 16 ans, on refait des projets de voyage et même celui de se chercher un appartement. Je suis optimiste. Oui, mais il y a 3 ans qui se sont écoulés. Donc, bien sûr qu'il est possible parfois de refaire un bout de chemin. Je le disais, il y a des personnes qui ont divorcé et qui se remettent en couple après. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, malgré la situation que vous avez vécue, et même s'il y a des problèmes entre vous, oubliez le passé, pardonnez-vous et réconciliez-vous. Pas aussi simple parce que on n'oublie pas le passé comme ça et je pense que il y a un passif aussi dans ce couple et comme dit Laurent, je crains que l'adultère ne soit qu'une question secondaire au sein de cette histoire. Je pense que oui, l'adultère est symptomatique d'autre chose et qu'il faudrait pouvoir vraiment en parler. Donc, Amanda de Corse qui dit: s'il vous est aussi indispensable que l'air que vous respirez, un conseil, ne le lâchez pas. Oui, c'est le propre parfois des relations très fusionnelles et des relations très névrotiques aussi. Et ce sont parfois les couples qui durent le plus. Ça, les thérapeutes le savent finalement. Et puis il y a Eridan qui me taquine à propos de mon lapsus de tout à l'heure sur 2012, qui me dit: je vous jure que les ondes vous sauveront la vie en cas de cataclysme. Et oui, 2012, c'est ce fameux film où on parlait de la fin du monde. Oui. Non, je pensais pas à ça, moi, 2012. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, ça nous arrive en tout cas. Allez, on va accueillir tout de suite Michel. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Caroline ? Oui, c'est bien moi. Voilà. Alors, je vous appelle parce que moi, je viens de subir un deuil. Oui. J'ai perdu mon compagnon il y a 3 mois. Oui, d'un c'est cancer récent. Généralisé. Oui. Et c'est moi qui m'en suis occupée, fait qu'il est accompagné pendant toute sa maladie, etc. Et quand je vous avais appelé il y a 2-3 jours, j'étais en période de très nostalgie. Disons que j'avais du mal. Je savais pas comment arriver à. Vous aviez appelé, mais au standard, hein. Au standard, oui. Voilà, vous nous. Et pas donc passé je ne longtemps. savais pas. Je pensais que de fait de parler de lui me permettrait de voir un petit peu. D'essayer de ne pas penser à tout ce douloureux, ce douloureux. Fait que j'aurais aimé savoir, il n'y a pas de recette, mais trouver, disons, des points pour pouvoir passer ce moment où je voyais que le moment, je voyais que l'absence, que la douleur, etc. Et la fatigue, et j'arrivais pas donc à prendre pied. Et ça m'était très difficile de le faire toute seule. J'avais l'impression que d'en parler peut-être, ça me permettrait de voir un peu mieux, parce que c'est très dur, c'est des choses difficiles, et surtout que c'est moi qui l'ai accompagné jusqu'au bout, dans le passage à la mort, c'est moi qui étais là, donc tout ça c'est des choses difficiles à vivre, et j'ai toujours, surtout ce qui m'a beaucoup fait mal, c'est que sa famille m'a complètement lâchée, m'a même fait sortir de leur vie alors que j'avais fait quelque chose je trouvais que j'avais partagé quelque chose avec eux. Pourquoi tout ça réagi? je me suis retrouvée très, très solitaire, et donc c'est vrai que je savais pas très bien comment arriver à essayer d'avoir un bon souvenir de lui et d'oublier de mettre avec du recul tout ce qui était maladie, tout ce qui était douloureux. Oui, parce que pour le moment, vous n'avez que ces images, que des souvenirs douloureux de cet homme, que les derniers mois, que tout ce qui a entouré la maladie. Vous étiez ensemble depuis longtemps ? Non, je l'ai connu il y a 3 ans et demi. D'accord. Donc moi j'ai 54 ans, lui en avait 59, il est mort, il est 59. Donc on s'est connus dans un stage, on s'est plus. Et puis lui, il voulait plus personne autour de lui, donc il a fait un grand barrage. Donc j'ai eu du mal à rentrer en contact avec lui. Et quand malheureusement,
la maladie a fait qu'il a compris enfin mon véritable amour pour lui. Et il me l'a dit, les derniers moments m'a très bien fait comprendre, que lui aussi m'aimait, et que que la maladie était là, et que voilà. Et donc j'ai entendu ce que je voulais entendre avant qu'il parte. C'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai pas vécu cet amour parce que cet amour-là, je l'ai partagé, je l'avais en moi, mais je ne l'ai pas vécu, je l'ai pas partagé avec lui. Donc c'est un peu un peu frustré dans des choses, mais que ça c'est la maladie, on peut rien. On peut rien faire comme ça c'est une chose que là on peut regretter, et voilà. Et c'est ce passage-là, la période où je vous ai appelé, j'étais vraiment mal en disant au point me demandant s'il n'y avait pas de recette miracle, parce que ça je crois pas qu'elle existe, mais disons peut-être des points que quelqu'un de l'extérieur pouvait m'apporter. Vous souhaiteriez des réactions peut-être Oui, puis peut-être vous qui est quand même assez c'est psychologue, je sais pas exactement à quel titre vous. C'est mon métier, oui. Voilà. Ce que je sais, c'est que j'ai regretté, le médecin n'a jamais voulu lui dire qu'il était perdu. Et ça a été quelque chose d'horrible pour moi de garder cette souffrance, sachant qu'il allait mourir et qu'en fait, j'arrivais pas à C'est-à-dire que le médecin vous en a parlé à vous, mais n'en a pas parlé à... Mais il me disait, le médecin qui était une femme, me disait toujours, son cancérologue, dans la mesure où il demande rien, on n'a pas le droit de le dire. Et moi, je trouvais que c'était injuste qu'on faisait souffrir un corps, parce qu'après que les chimiothérapies étaient très dures, et que je disais, mais enfin, il a le droit de pas souffrir, et que vous lui infligez des chimiothérapies qu'il aurait un droit de pas prendre s'il n'en avait pas envie. Et je trouvais ça injuste, donc je lui en ai parlé, le médecin m'a dit, donc moi j'ai essayé d'en parler, mais ça a été très dur de rentrer en contact avec mon ami, parce que j'avais peur je sais pas, c'était très dur pour moi d'aborder ça, et j'ai essayé de l'aborder plusieurs fois, mais je voyais qu'il voulait pas en entendre parler, et un jour il m'a dit, est-ce que je vais guérir? Et moi j'ai répondu, c'est à ton médecin qu'il faut en parler, parce que moi je suis peut-être pas tout à fait mal placée pour je sais pas, j'ai pas dit une phrase comme ça, mais... Et après, il m'a dit, Mme Pellaki, elle va me dire, excusez-moi, j'aurais pas dû le dire, le docteur va me dire, je suis pas devin. Et il a jamais voulu, en fait, savoir exactement, mais il savait, de toute façon. Oui, mais ça montre une chose, Michel, c'est que au fond, il ne voulait pas vraiment aller plus loin. Et ça, c'est respectable. Voilà, je le respectais. Mais on souffre, nous, à côté. J'étais en souffrance. Et... C'est difficile, mais ce qui est à respecter, c'est quand même en premier lieu la personne qui est malade. Qui est malade et à respecter ses désirs. C'est-à-dire que il aurait pu... La position du médecin, dire la vérité à tout prix, l'asséner à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'entendre et qui ne veut pas l'entendre, c'est lui faire violence. Ça, je sais, je reconnais, oui. Mais donc, votre compagnon avait des séances de chimiothérapie, savait, au fond, de quoi il était atteint. Maintenant, allez lui dire, monsieur, vous allez très certainement mourir. D'abord, est-ce que le médecin le sait, ça ? Même si, alors évidemment, si le cancer se généralise, on sait que le pronostic, ça on sait que malheureusement l'issue, on la connaît. Mais dans la mesure où la personne ne pose pas de questions, de quel droit irait-on lui dire ? Mais ça, je reconnais, oui, mais avec le recul, que vous avez tout à fait raison. Ça serait d'une violence inouïe. Oui, je sais. C'est en fait dire à quelqu'un, Alors en revanche, il est du devoir du médecin de tout faire pour soulager la douleur, et physique et morale. Mon compagnon, c'était un artiste, donc c'était quelqu'un qui était très 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 fragile, si on peut dire. Enfin, fragile. Disons très intérieur, très très sensible. Voilà, le mot exact, excusez-moi. Et donc, je pense qu'à quelque part, lui, de lui dire qu'il allait mourir, c'était pas possible pour lui de l'entendre. Mais vous savez, je crois que... Personne ne veut l'entendre. Personne n'a envie d'entendre ça. Oui, je crois, oui. Enfin... Voilà.
Et c'est vrai que pour moi, étant pas soutenue ni par sa famille, ni par ma famille, donc je me suis retrouvée un petit peu seule. C'est ça, oui, c'est ça qui est difficile. Vous ne pouviez pas en parler Si, j'en parlais à des amis. Si, j'avais quelques amis qui me soutenaient, qui savaient et qui me soutenaient un petit peu. Mais ce que j'aurais aimé, mais malheureusement, cette famille-là n'en voulait pas, n'en partageait avec sa maman qui était très 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 proche, très possessive vis-à-vis de lui, et avec sa sœur qui était en permanence à la maison aussi, et qui en fait finalement venait pour lui, pour l'aider, pour l'entourer, mais pas pour moi. Et la preuve, parce que dès qu'il a été mort, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'en aille, que je faisais pas partie de... Et quand... c'est-à-dire que ce monsieur n'avait plus de contact avec sa famille? Si, au contraire, ils étaient tout le temps là. Ils étaient tout le temps là. Tout le temps là, ou même au point de ne pas nous laisser tranquilles, enfin, entre nous soit dit, oui. On aurait pu avoir des moments d'intimité. Et après, une fois son décès le moment du décès, si vous savez, c'était très très... Il avait une fille et une petite fille, donc c'est sa fille. Et donc, il était séparé de la maman, et la maman était morte d'un cancer il y a 4 ou 5 ans en arrière. Donc la fille était en fragilité, bien sûr, je comprends. Donc, quand il a été mort, moi j'avais dit que, enfin bref, et dès qu'elle a vu mort, elle m'a dit va-t'en, comme si elle voulait s'approprier son père. Enfin, c'était une réaction peut-être, on ne sait pas comment réagir devant la mort. Je ne sais pas perdre un père, je ne sais pas du tout ce que c'est parce que Oui, surtout que vous le dites, au fond, elle avait perdu sa mère seulement 4-5 ans auparavant de la même maladie. Voilà. Donc il y a eu une réaction, je pense, presque viscérale. Oui, je pense qu'il y a eu quelque chose de viscéral. Comme si au fond, pour elle, vous teniez une place qui n'était pas la vôtre. Elle n'a pas vu, peut-être qu'elle le réalisera plus tard. Au fond, tout ce que vous avez apporté d'amour à son père et à quel point vous avez fait du bien jusque dans ces derniers moments. Mais ça, je crois, elle pouvait pas le voir et l'entendre à ce moment-là. Ça, je comprends, mais non, je comprends très bien. Mais c'est vrai que pour moi qui était là, qui était toute seule, en fait, parce que quand l'infirmière m'a dit il faut aller chercher les habits, etc., je vous passe les détails. Donc la fille était là. Elle a pleuré, donc moi j'ai demandé si elle voulait passer les nuits à ma place, parce que les infirmières ont demandé, et moi j'ai dit moi je les prends, mais j'ai dit Sandrine, excusez-moi pour dire non, si tu veux prendre la place, il n'y a pas de souci. Et elle m'a dit non, je veux pas. Et puis j'ai compris, c'est moi, et en fait ils me reprochaient en fait en même temps tous, sa mère, qui a 82 ans, qui ne pouvait pas prendre le relais, sa sœur, qui travaillait, tous me reprochaient d'avoir eu le dernier moment avec leurs parents, mais par contre ils n'en étaient pas capables, mais je leur en veux pas, mais pourquoi? Alors du coup ils m'en voulaient, donc ils me rejetaient. Oui, tout le monde est un peu. Oui, il y a de la culpa. Oui, mais je crois que c'est assez juste, Michel, bien sûr. Il y a à la fois de la douleur, de la culpabilité. Voilà. Moi, Michel, il y a Marie qui est avec nous. Je vous propose qu'on l'accueille parce que vous souhaitiez un peu des réactions, mais on va continuer à en parler. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, je ne sais plus comment elle s'appelle. Michel. Bonsoir Michel. Bon voilà, je voulais lui apporter mon soutien parce que moi aussi j'ai perdu mon mari. Et je vous assure que il faut pas qu'elle reste toute seule. Il faut surtout qu'elle ait beaucoup de contact avec les autres. Alors donc si elle veut, on pourra toujours s'échanger nos numéros de téléphone. Parce que je connais la souffrance, je sais que mon mari est mort d'un cancer aussi. Et je sais ce que c'est, vous savez, de se retrouver toute seule. Alors je voudrais lui apporter mon soutien. Ah, c'est gentil, merci. Parce que vous savez, c'est des moments terribles. Ah, ça je sais. Là, ça fait 3 mois et j'ai passé des moments vraiment très décourageants, me demandant si j'allais pouvoir arriver, en étant solitaire, puis en ayant le manque de partager. En fait, c'est partager avec... Voilà. Je sais, parce que mon mari, il a eu l'ablation du poumon. Lui, il est mort du cancer de l'amiante. Et moi, j'ai été toujours près de lui. On a toujours été à l'hôpital. Il est mort d'ailleurs chez nous, dans mes bras, parce que j'avais téléphoné à Caroline en février 2005 pour me confier à elle, parce que j'étais très très mal. Et heureusement que je l'ai eu, parce qu'elle m'a remonté vraiment le moral. Voilà. Cette émission est très bien. Ah oui, elle est vraiment formidable, son émission. Marie, vous disiez qu'il était important de s'entourer au maximum dans ces cas-là de personnes de la famille. Je suis quand même pas tout à fait seule. J'ai quand même un relationnel d'amis qui se sont faits, ses amis à lui, à mon compagnon, sachant que la famille m'avait complètement
enlevés de leur univers. Donc, ils se m'ont bien soutenu. J'ai eu quelques amis qui étaient une amie à lui qui avait été veuve, que son mari était le copain donc de mon compagnon, et donc elle est venue vers moi et on a toujours des relations. Donc à quelque part, j'ai pas été tout à fait seule. Mais c'est vrai que les moments de solitude du soir, quand on arrive dans la maison, quoi, et que je ne travaille pas en plus, c'est sûr que ça a été très difficile à passer, quoi. Et Michel, peut-être là où votre compagnon a été soigné, dans les hôpitaux, il y a des peut-être dans les services, il y a peut-être un service de soins palliatifs où ils font des groupes de parole pour les compagnons, les compagnes, la famille des patients, des personnes même qui ne sont plus là, qui sont décédées. Et ça pourrait peut-être vous aider d'aller dans ces groupes de parole pour être là, vous pourriez vraiment parler de ce que vous ressentez et surtout être entendu, parce que c'est pas le tout de parler, mais c'est de pouvoir être entendu. Et ça pourrait être important pour vous. Et ce qui va vous aider aussi, c'est l'amour que vous avez apporté à cet homme, parce que les deuils sont plus difficiles quand on reste avec quelque chose en suspens, avec des conflits non résolus. Et là, ça n'a pas été le cas pour vous. Je vous embrasse, Michel, et ainsi que Marie. Au revoir. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant sur Europe 1 dans cette libre antenne qui vous est entièrement dédiée jusqu'à 1h. Vous pouvez prendre la parole au 39 21. Je pense à Nicole qui nous envoie un petit courriel sur le site europe1.fr qui me dit grâce à votre émission, je me couche plus tôt. Et oui, afin de vous écouter dans mon lit, je délaisse petit à petit la télévision en seconde partie de soirée, sauf ce cher Laurent Ruquier dont je ne peux me passer. Bon, ce soir, c'est vrai qu'il y a revue de presse sur la 3, pas inintéressant, alors que vais-je faire? Allez, quand même, à minuit ou plus tard, je serai quand même dans mon lit. Alors à tout à l'heure, me dit Nicole. Vous pouvez, comme l'amie Nicole, nous écrire europe1.fr, nous envoyer vos messages en commençant par le mot nuit, puis votre message et vous envoyez le tout au 7 21 21. Des messages qui arrivent pour Michel qui a perdu son compagnon il y a 3 mois et qui disait comment traverser cette période, ce vide de l'absence. Il y a un message qui dit il n'y a pas de recette contre la douleur, il faut la laisser nous traverser. Laisser la douleur passer, si on ne la retient pas, elle finit par passer. Quelqu'un dit vous avez tout fait pour votre compagnon. Alors essayez de ne pas culpabiliser malgré les réactions de la famille. Fermez vos oreilles aux mauvaises paroles et surtout ne restez pas seul. Et puis Salomon qui dit le temps vous aidera à faire ce travail de deuil, à conserver de jolis souvenirs et continuer votre parcours chargé d'une belle histoire. Oui, c'est important, on l'a pas abordé ça avec Michel qui pour le moment a en tête des images douloureuses, des images de maladies, des images de fin de vie. Hein, finalement, c'est après que les moments les moments agréables passés avec cet homme vont revenir. Là pour le moment il y a trop de douleur, trop de charges émotionnelles, trop d'angoisse, trop de souffrance et donc pour le moment ce sont ces images-là qui envahissent toute la pensée. Il y a effectivement quand
ce travail de deuil s'effectue, on peut penser à la personne aimée et la revoir et revoir les moments agréables passés en sa compagnie sans que cela nous fasse souffrir. Mais pour ça, ça peut prendre du temps. On va écouter un petit peu de musique et puis après, nous vous accueillerons au 39-21. Grégoire, danse. À propos de danse, il y a une nuit spéciale comédie musicale sur Europe 1 à partir de 1h. Cette nuit, Thierry Geffrotin va vous entraîner dans l'univers féerique des comédies musicales. Ça va être de West Side. Comment flinguer la comédie musicale? West Side. Je vais pas y arriver. West Side Story à Mamma Mia. Bon, vous écouterez Thierry Geffrotin, c'est affreux, j'ai buté sur un mot, ma langue a fourché. Vous écouterez toute la nuit et pour cet événement exceptionnel, nous resterons en grandes ondes. Donc voilà, toute la nuit avec Thierry Geffrotin. Et je vous assure, il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Et lui, sa langue ne fourchera pas. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je pense que vous avez déjà dû donc être un petit peu informé de ce qui se passe pour moi. Vous savez, j'ai sous les yeux vraiment une petite fiche, mais hyper succincte. Oui, très petite. Toute petite. Bon, en fait, je ne vois plus mon fils donc depuis 17 mois à peu près. C'est un jeune garçon, donc je l'ai vu jusqu'à l'âge de 13 ans, donc voilà, ça fait 17 mois que je ne l'ai pas vu. Donc c'est un jeune adolescent maintenant. Oui. Je ne le vois plus du tout sous quelque forme que ce soit, ni téléphonique, ni épistolaire, ni visite, ni quoi que ce soit. Voilà, je n'ai aucune nouvelle donc de lui. Voilà, je me pose beaucoup de questions, donc. Alors expliquez, oui, un petit peu pourquoi vous ne voyez plus votre fils. Voilà, je ne vois plus mon fils, qui était, nous avons divorcé avec son papa et en fait un divorce très difficile qui s'est échelonné quand même sur quelques années. Oui. Donc avec malheureusement je veux l'enfant, je le veux plus, du côté du papa. Ensuite, j'avais la garde de l'enfant et malgré tout, malgré cela, divorce prononcé en 2006. Malgré cela, il y a quand même eu toujours du harcèlement par rapport à cet enfant. Mais du harcèlement alors parce que un coup il disait je veux l'enfant, après je ne le veux plus. Donc, oui, il le voulait pour 1 an ou 2 ans et puis parce que il pensait qu'il fallait qu'il vive avec un homme, que c'était dangereux de vivre avec une femme. Oui, donc, mais pourquoi ça se posait en ces termes-là? C'est-à-dire qu'il a besoin de ses 2 parents, votre fils? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, on ne peut pas scinder en deux, je pense, un enfant. D'autant plus que là, il s'agit d'un enfant adopté, c'est d'autant plus important. Oui, alors ça. Il y a déjà eu un abandon à la naissance déjà. Donc malgré tout, a priori, le papa, je pense que. Vous l'avez adopté à quel âge? Il avait 2 heures, il venait de naître. C'est un petit enfant polynésien. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est très rare. Oui, c'est très rare, mais en Polynésie, c'est un don d'enfant qui se fait, qui est préparé par les parents, et donc on peut suivre un peu la grossesse et donc avoir l'enfant au moment de la naissance. Voilà, donc. Oui, après jusqu'à 2 ans, il y a ils peuvent reprendre. Voilà, c'est ça, c'est pas vraiment une adoption jusqu'aux 2 ans, la famille pourrait éventuellement reprendre l'enfant. Nous avons l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, si on peut dire, parce que l'on peut voir repartir l'enfant alors que
que bon, on a quand même un investissement de parents. Donc voilà, c'est dans cela que c'est difficile parce que là je me retrouve être une mère sans enfant. C'est vrai qu'avoir un enfant biologique, comme me dit, parce que j'ai un thérapeute qui malheureusement en plus, parce que j'ai beaucoup de choses qui s'ajoutent, vient de décéder là malheureusement, qui me suivait depuis quelques années. Donc un soutien de plus qui s'en va. Et donc ce thérapeute me disait qu'effectivement c'était facile d'avoir un enfant biologique, ça pouvait se faire en 5 minutes et pas forcément avec le désir très fort. Or un enfant adopté, c'était déjà quelque chose qui était avec beaucoup de maturation parce qu'il y a déjà toute la demande d'agrément, ensuite la recherche d'enfants et en plus pour un enfant polynésien, donc 2 ans de délégation d'autorité parentale qui rajoute à cela. Donc ça fait quelques années quand même donc de lutte et d'inquiétude et d'incertitude par rapport à cet enfant. À ce désir le désir d'être parent est là, mais on ne sait pas s'il va pouvoir être réellement réalisé. Voilà, donc en fait, maintenant, il y a eu un divorce, malheureusement. L'enfant avait 6 ans et je me suis donc retrouvée avec un ex-mari qui était très très spécial, dirons-nous, très mystique, tout ça. Donc qui a eu beaucoup de mal, je pense, à assumer cette paternité me l'a reproché en disant que j'étais une mère peut-être trop mère, voilà. Ça, disons, trop possessive peut-être sur l'enfant et l'empêchant d'être père. Mais en fait, il ne cherchait pas trop quand même à être père de cet enfant et laisser passer toutes les occasions de s'investir, notamment scolairement, dans tout ce qui concernait la vie de l'enfant, les fêtes d'école, tout ce qu'il pouvait y avoir le concernant. Oui, mais là, donc, ça veut dire que c'est un juge a entériné la décision de confier votre fils à la garde du père ? Oui, d'abord il m'a été confié au moment du divorce, et puis ce divorce a été très difficile puisque j'ai donc été obligée, même j'habite Marseille, j'ai été obligée de quitter Marseille où on était venu par mutation de mon mari, donc justement j'ai été obligée de retourner sur Lyon dans ma famille parce qu'il y avait des violences conjugales, en fait tout ça, donc de m'éloigner avec l'enfant. Je suis revenue sur Marseille parce que je trouvais que c'était dommage qu'il ne voit quand même pas son papa. Donc voilà. Malheureusement, ça n'a fait que renforcer parce qu'en fait, le papa est parti, nous a quittés pour une autre personne. Donc et en fait nous sommes retrouvés seuls tous les deux avec le petit et ça a été très dur parce qu'il nous a laissés vraiment dans un état financier et affectif et tout très très difficile quoi. Donc j'ai dû lutter pas mal pour vivre avec cet enfant, essayer de maintenir la tête hors de l'eau un petit peu, à tous les deux. Ce qui n'a pas été simple quand même. Et j'ai 59 ans, donc c'est pas évident. Quand je l'ai eu, j'avais 45 ans. Donc c'était pas évident du tout à cet âge-là, de se lancer dans tout ça. Et en plus, je ne pensais pas du tout que ça se passerait comme ça. Donc, Mais comment se fait-il qu'un juge donne la garde exclusive au père ? Comment se fait-il que vous ne voyez plus votre fils ? Voilà, la garde exclusive n'a pas été donnée au père, justement. C'est le père qui se l'accorde. Oui, mais alors, ça veut dire qu'il ne respecte pas les droits de visite ? Tout à fait, il ne respecte pas du tout l'autorité parentale conjointe.
Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de harcèlement, moi j'ai développé beaucoup de maladies, ce qu'on peut appeler psychosomatiques, qui se lient un petit peu à tout ça. Et qui en fait, j'ai pas mal eu de difficultés à gérer un enfant adopté qui plus est, préadolescent, abordant la préadolescence. Et donc j'ai fait ce qu'on appelle une décompensation médicamenteuse, entre guillemets TS, si on peut dire comme ça, comme cela. Et donc à la suite de cela, j'ai été hospitalisée. Donc on a demandé au papa de prendre l'enfant, ce qui était normal puisque nous avions une autorité parentale conjointe. Oui. Et le temps que je sois hospitalisée et en fait et que je puisse réajuster un traitement correct, puisque j'avais déjà eu en fait, on a découvert un problème neurologique. Donc qui s'était ajouté à tout cela. Donc en fait l'enfant a donc été confié au papa et le papa a profité de mon temps d'hospitalisation pour demander un changement de garde, donc de résidence, puisqu'on n'appelle plus cela la garde, mais on appelle. Donc il a obtenu. Donc il l'a obtenu par beaucoup de connaissances qu'il a et puis voilà, ça s'est fait sans mon accord. Je n'ai été informée de rien du tout, ni mon avocat non plus. Tout s'est fait de façon très très rapide, en 3 jours je pense. Et moi, quand je suis sortie de l'hôpital, j'attendais mon fils puisque. C'est-à-dire qu'il a malheureusement. Profiter de mon état, de votre état, de cette tentative de suicide, en misant sur votre fragilité psychologique pour dire que vous n'étiez pas en mesure de vous occuper de votre fils. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Or, en principe, le juge aurait dû dire je ne peux pas statuer sur un changement de résidence. Il faut attendre que ça se fait pas dans l'urgence, en tout cas. Voilà, c'est-à-dire que, bien sûr que dans ces circonstances-là, compte tenu de cela, il était normal que votre fils soit chez son père, mais voir un petit peu comment la situation évoluait, comment vous évoluez. Parce que, vous pouviez... à un moment être dans un moment donné de fragilité extrême et puis être soutenu, accompagné et tout à fait à même, comme vous l'aviez été jusqu'à présent, en état de vous occuper de votre fils. Peut-être que personne, après tout, n'est à l'abri à un moment de craquer. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit mon psychiatre, a dit qu'il s'agissait d'une décompensation avec besoin d'un réajustement de traitement. Et donc, c'était tout à fait humain, et en fait, de subir pour une personne qui avait vécu un divorce difficile, était seule, dans des difficultés à la fois financières, à la fois de tout ordre, et en plus avec un enfant adopté qui plus est, c'est pas évident non plus, sans soutien du père. Mais donc, ça peut se réviser, ça, non ? Où en êtes-vous actuellement ? Eh bien, donc moi je me suis retrouvée avec cet enfant, à ne pas savoir où était mon enfant quand je suis sortie de l'hôpital. Il a donc fallu que je demande, et j'ai appris là qu'il y avait eu un jugement, alors que je pensais qu'il était en vacances, puisque le mois de juillet était le mois de vacances du papa, donc je pensais le récupérer au mois d'août, et je n'ai pas pu. Donc j'ai été obligée de demander, tout avait été fait, même le changement d'école, sans mon accord, tout ça, donc il a fallu que je recherche pour savoir où était mon enfant. Et en fait, j'ai déposé auprès du juge un référé en droit de visite et d'hébergement, au moins. Le juge m'a demandé si je voulais à nouveau avoir la résidence de mon enfant, étant donné qu'il était scolarisé dans une autre ville. Je pouvais difficilement le modifier son cadre de vie. C'était déjà assez perturbant pour lui tout ce qui s'était passé. Donc j'ai demandé simplement au moins d'avoir le minimum, ce à quoi j'avais droit, c'est-à-dire un droit de visite et d'hébergement normal. Là on m'a demandé, ce qui aurait dû être fait à ma sortie d'hospitalisation, une expertise psychologique et
et une enquête sociale pour la famille. Ça ne faisait que la 3e fois que c'était demandé. Est-ce que votre fils parce que votre fils, c'est violent aussi pour lui d'être séparé brutalement comme ça. Tout à fait. Et je me trouve devant un enfant qui est absolument contre moi, parce qu'il n'a depuis 17 mois que la parole du père. Oui. Et il est donc sous le cas de ce que l'on appelle on dit pas, théoriquement ça s'appelle une aliénation parentale, mais aliénation... C'est pas reconnu, oui. Voilà, est très mal vu en France. Oui, oui. Si c'est bien vu aux États-Unis, c'est très mal vu. Oui, mais enfin, on se méfie. Vous savez, il y a plein de choses qui sont importées des États-Unis. Moi, je comprends un petit peu ça, parce que aux États-Unis, on nous importe, on nous invente des tas de pathologies qui n'existent pas. Ça veut pas dire qu'on ne reconnaît pas. Moi, je me mets... Enfin bon, ça sera un autre débat et je vais pas rentrer là-dedans parce que ça serait vous interrompre. Mais quand même une parenthèse, aux États-Unis, ils sont très forts pour inventer pour psychiatriser des choses qui relèvent, que l'on connaît, mais qui ne relèvent pas de la psychiatrie. Qu'un enfant soit très dépendant, influençable, c'est connu. Voilà. De là à dire syndrome d'aliénation parentale et tout, c'est comme j'ai regardé hier un documentaire sur le Viagra. On parle de dysfonctionnement érectile. Bon, mais c'est le labo qui a lancé ça. Donc maintenant tous les hommes souffrent de dysfonctionnement érectile. Vous voyez, donc il y a des grands groupes derrière, il y a des grands trucs. Ils sont très forts pour nous bombarder pour psychiatriser des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc oui, un enfant, bien sûr, peut être très influençable et très influencé par celui qui en a la garde, malheureusement. Pour autant, il n'est pas forcément aliéné. Excusez-moi, c'est un peu mon coup de gueule. Voyez, voilà, donc a priori, de toute façon, il est quand même dans un cadre d'emprise, pour le moins d'emprise parentale, mais surtout ce que je pense, dans un conflit de loyauté vis-à-vis donc d'un parent par rapport à l'un des deux parents. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il est chez son papa, eh bien, il est dans un conflit de loyauté vis-à-vis de ce papa par rapport à moi. Donc a priori, là, il ne veut pas. Je pense qu'il ne veut pas et ne peut pas, puisque son papa lui a enlevé son portable. Mais parce que vous savez aussi, votre fils, c'est un âge un peu compliqué. Voilà. Il a peut-être besoin aussi à ce moment-là d'être un peu proche de son père. Il a pu, je ne sais pas si lorsque vous avez fait cette tentative de suicide, il était présent ou il était. Oui, il était présent. Oui. Oui, c'est très angoissant. Tout à fait. C'est très angoissant. C'est très angoissant, mais ça, je peux très bien le comprendre. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi qui lui fait peur, il y a énormément à la fois de culpabilité, mais de culpabilité qui peut transformer en agressivité. Quand c'est instrumentalisé, malheureusement, par l'autre parent, voilà. Ça peut être catastrophique pour l'enfant. Donc, en même temps, c'est vrai qu'il est important. Je ne sais pas ce que vous conseille votre avocat, parce que au final, vous souffrez, mais je pense à votre fils dans l'histoire, lui souffre d'être, parce que c'est pas parce que vous vous séparez que lui doit être privé de vous, et il y a un aménagement à trouver. Alors je ne sais pas ce que donnent aujourd'hui les expertises, mais il doit y avoir un terrain d'entente pour que il n'y ait pas quand même cette... Et j'ai envie de dire, étant donné que c'est un enfant adopté, même s'il a été adopté très tôt, il avait, vous dites, 2 heures, il n'empêche que, sorti du ventre de sa mère, c'est dans vos bras qu'il a été mis. Il n'a connu que moi. Oui, il n'a connu que vous. Oui, mais je m'en suis occupée pendant 4 jours, jour et nuit, à la maternité. Oui, mais sorti du ventre de sa mère, l'odeur de sa mère, le corps de sa mère, la voix de sa mère qu'il entendait dans le ventre de sa mère, elle n'est pas là. Et il y a quand même un abandon, il y a quelque chose de cet ordre-là qui reste en lui et qui peut résonner de nouveau.
Ah mais tout à fait, parce que je me souviens quand je le berçais là-bas, toutes les personnes qui parlaient tahitien, il avait les yeux fermés. Dès que je parlais, il avait les yeux grands ouverts. Donc c'était un autre langage. Donc je percevais bien qu'à ce moment-là, effectivement, tout ce qu'il avait pu vivre in utero était là, quoi, en lui. Donc c'est quelque chose quand même, effectivement, il a de toute façon une notion d'abandon qui est là, qui est là et qui a été réactivée à mon avis par ce qui s'est passé, d'une part par le départ de son papa déjà qu'il n'a pas compris, ensuite par ce qui s'est passé avec moi et voilà donc pour lui, c'est très très difficile et dans tout ça, effectivement, il y a une souffrance importante oui. et de l'enfant et de la maman, quoi, puisque le papa, Mais ce qui est terrible, c'est que au fond, souvent, à travers l'enfant, c'est l'autre que l'on cherche à atteindre. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est que on cherche à faire mal à l'autre. Et on en oublie que c'est l'enfant que l'on blesse terriblement et que l'on blesse profondément quand on veut le priver, le séparer ou restreindre le droit de voir son autre parent. Tout à l'heure, Marie, en tout début d'émission, parlait de sa relation de couple en me disant c'est comme s'il me manquait un bras. Vous imaginez un enfant lorsque ses parents se séparent et lorsqu'on le prive comme ça, parce que ses parents se séparent, de voir son père ou sa mère. C'est d'une violence inouïe. Et là, finalement, des personnes qui jusque-là se sont aimées, ont fait un enfant, se comportaient en adulte, en être responsable, tout d'un coup perdent tout sens de toute responsabilité, se déchire et oublie leurs principaux devoirs. Parce que c'est ça être parent, c'est aussi avoir des devoirs vis-à-vis des enfants. Exactement. Et effectivement, moi, je vis très mal tout cela. Je dis ça parce que souvent les parents parlent en termes de droit. J'ai le droit de voir mon enfant, non, mais ils en oublient leurs devoirs. Alors, que vous dit votre avocat ? Mon avocat, j'ai été obligée d'en changer là parce que lui, c'était celui que j'avais depuis mon divorce, depuis 2002. Donc, c'est un petit peu essoufflé devant je dirais les difficultés vis-à-vis du papa. Et puis j'ai des difficultés juridiques parce que ça traîne et j'ai des audiences qui sont reportées sans arrêt, des expertises qui ne sont pas faites, voilà. Donc on ne tient pas compte du tout de l'urgence dans laquelle doit être traité un droit de visite et d'hébergement, en fait, par rapport justement au fait que l'enfant est très sensible au fait du manque de ce deuxième parent et de l'emprise que peut avoir le parent qui en détient la résidence. Mais vous le voyez quand même 2 heures par mois, je crois, c'est ça ? Je l'ai vu que 3 fois 2 heures par mois, c'est tout. Vous ne le voyez pas dans un centre, il n'y a pas... Je l'ai vu 2 heures par mois pendant 3 mois, c'est tout, dans un centre. Oui, dans un centre, un lieu neutre. Voilà, donc en fait très. Mais changer d'avocat, évidemment. Il faut vraiment que vous voyiez un avocat spécialisé en droit de la famille. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai pris un autre avocat qui m'a dit, mais je ne comprends pas dans les affaires familiales que l'on ne tienne pas compte de la souffrance de l'enfant, de la maman, et puis qu'on ne voit pas qu'on n'aille pas chercher un petit peu ce qui se passe dans la tête de cet enfant, parce que comment même travailler en visite médiatisée avec un adolescent, c'est déjà difficile. C'est compliqué, oui, c'est compliqué. Donc comment travailler avec lui
une visite médiatisée, donc c'est impensable. Donc bon, je pense que on va arriver petit à petit à obtenir quelque chose. Certainement. Mais moi c'est vrai qu'en attendant, je suis dans un isolement total. Plus ça va, vis-à-vis de ma famille, je ne peux absolument pas en parler parce que tout le monde sait que cela me fait beaucoup de peine et ils le vivent très mal. Oui, mais ça serait bien que vous puissiez quand même en parler parce que vous ayez au moins le soutien de votre famille. Pour conclure, il y a le courriel de Yacinda qui dit profiter de la faiblesse de l'autre est vraiment moche, surtout lorsqu'il y a un enfant. On peut comprendre qu'il y ait eu des doutes sur votre santé, votre équilibre aussi psychologique, mais il n'avait pas à faire cela sans votre accord. Non, ça c'est vrai que il a cherché à vous atteindre et malheureusement il blesse aussi profondément votre fils. C'est pour ça que il faut que vous soyez bien défendu sur le plan juridique pour qu'il n'y ait pas de rupture de lien trop longue avec votre fils, que vous puissiez aussi expliquer, reprendre avec votre fils ce geste qu'il y a eu, parce que c'est quand même très angoissant pour un enfant d'assister comme ça, d'être présent lors d'une tentative de suicide, et peut-être aussi que ça soit parlé, vous verrez, mais peut-être avec un repris auprès d'un psychologue. C'est quand même très angoissant pour un enfant. Je ne sais pas comment lui a ressenti, a vécu les choses, et surtout le fait que ça a été instrumentalisé. Bon courage à vous en tout cas, Evelyne. Au revoir. Ah ben quand même, ça s'arrête. Laissez-moi passer. Allez, des messages qui arrivent au 7 21 21. Quelqu'un dit: votre mari a été très lâche, il agit sournoisement avec vous, il influence assurément votre enfant contre vous, faites valoir vos droits, bon courage à vous. Quelqu'un me dit: en tant qu'enfant, j'ai vécu un délire total pendant le déchirement de mes parents, j'étais adolescente et je n'en pouvais plus. Le lion de Carthage me dit: je le vis actuellement avec mon fils de 4 ans, c'est encore plus dur pour moi car je l'ai vécu moi-même dès l'âge d'1 an. Et puis, ça vous surprend que je regarde des documentaires sur la fameuse petite pilule bleue. Sergio me dit, c'est comme si moi je regardais un documentaire sur la mode ou les cosmétiques. Non, mais on est un peu concerné aussi. Il était très très bien fait ce documentaire parce que ça partait de la fragilité des hommes, de soi-disant des hommes qui se sentaient dévirilisés du fait de la finalement des femmes qui avaient davantage de pouvoir dans la société, qui avaient pris davantage leur place dans la société. Alors tout ça aux États-Unis, mais et donc on voyait bien aussi comment certains médecins prescripteurs, tout ça se passait, je vous dis encore une fois, aux États-Unis, mais bon, on peut voir aussi ce qui se passe ici en France, étaient des consultants du laboratoire qui prescrit et qui fabrique cette fameuse petite pilule bleue. Donc on voit bien comment finalement maintenant des jeunes hommes consomment ce médicament par angoisse. Et il y a derrière cette peur de pas être à la hauteur et cette angoisse de la performance qui s'inscrit jusque dans notre intimité et jusque dans notre vie sexuelle. Donc je vous assure, c'était passionnant. Et oui, je m'intéresse à vous, messieurs, bien sûr. C'est beaucoup plus que vous ne le pensez. C'est Simon qui me dit: vous regardez des documentaires bizarres. Mais non, c'est vous qui avez les idées mal placées. Je vous assure que autour de la fragilité des hommes, il y avait beaucoup de choses à dire.
Et puis Georges me dit, vous êtes moi un peu ma décompensation des ondes, ça ne vient pas des États-Unis mais de la Corrèze profonde. Et puis le subversif me dit oui, les Américains sont sans scrupules et qu'ils n'essaient pas de nous persuader d'une molécule miracle qui traiterait d'un soi-disant syndrome d'anglais bredouillé. Non, non, non et non. Ah oui, non. Sinon, moi je la prendrai et tous les soirs quand j'aurai à faire des annonces. Bonsoir Monique. Monique, allô? Êtes-vous là? Oui, bonsoir Monique. Ah, moi je m'appelle Monique. Oui, c'est bien ça. On est d'accord. Ah bon, c'est très bien. Bonjour Caroline. Je suis ravie de vous retrouver parce que je vous avais perdu pendant 6 mois. Ah bon? Oui, oui, pour justement la raison était la maladie de mon époux que je gardais chez moi précieusement, si je puis dire. C'est la raison pour laquelle je voulais intervenir parce que je me sentais, le droit n'est sûrement pas le mot exact, mais je sentais la possibilité de leur apporter un petit réconfort. Non pas que nos deux situations soient semblables, puisque moi j'ai 85 ans et mon mari en avait 86 et nous avions 62 ans de mariage, ce qui va sûrement faire sourire vos jeunes et vous aussi. Mais il faut avouer que mon mari étant médecin, il a subi sa maladie, si vous voulez, il était d'un calme olympien, mais il a subi cette maladie tout en connaissant toutes les étapes et sachant qu'il allait mourir dans l'année. Et je pense que la personne son mari n'a pas connu cette peine, et je pense que c'est aussi bien, parce que pour un professionnel, ça doit être affreux, et il vaut mieux ne rien savoir. Moi-même, je ne suis pas médecin, et je ne me suis pas, si vous voulez, j'ai vu, c'est la peine qu'il avait à nous cacher sa douleur de ne pas pouvoir s'exprimer. Et je trouve que ça, c'est un souvenir très, très pénible. De ce côté-là. D'autre part, pour le deuil, vous voyez, ça fait 2 mois, malgré l'âge, malgré les années de vie commune que nous avons vécues, bonnes et mauvaises, cette douleur qu'elle ressent, nous la ressentons toutes à une certaine période au bout de 3 mois. Malheureusement, j'avais perdu mon fils il y a quelques années et j'avais exactement le même laps de temps. Et moi, je le considère comme un laps de temps de 3 mois maximum. Et ensuite 6 mois et après éternellement. Surtout quand c'est un enfant. Et tout ça, je voulais vous l'exprimer parce que j'en avais besoin. Et que dans le fond, on a besoin de parler un petit peu de sa peine, de ce qu'on a quitté, de ce qu'on a eu surtout. C'est tout. Moi, je ne suis pas une philosophe, je ne suis qu'un professeur et je pas en philosophie. Mais il m'est arrivé souvent d'avoir envie de vous parler. Mais vous voyez, je n'ai pas osé. Il a fallu que j'attende 85 ans pour le faire. J'ai entendu bien des cas chez vous. Je me suis appesanti, même souvent, sur des problèmes qui me passionnaient. Et je vous remercie de votre aide, parce que vous nous avez tous aidés un peu. Et j'en garde de très bons souvenirs. Et j'espère en garder encore. Mais j'espère bien, Monique. Je vous importune peut-être, mais mais pas du tout. Pourquoi dites-vous ça? Mais non, vous avez entendu Michel tout à l'heure qui se demandait justement. C'est très récent, hein. Ah, mais on voit. Moi, c'était récent. Ça fait 2 mois. Et ce soir, j'ai. Oui, vous semblez. Il y a comme un. Comment dire? Plus un. Vous semblez plus. Plus apaisé, plus, je sais pas. Écoutez, je vais vous dire bien franchement pourquoi, si ça ne doit pas vous ennuyer. J'adore parler de toute façon et écrire. Mais il y a une chose qui doit... Voilà, 2 jours que je n'ai jamais pleuré après la mort de mon époux. J'avais l'impression d'être dans une bulle. Mais j'ai pleuré depuis 2 jours. Et je me demande si vous voyez cette soirée où je ne vous ai jamais entendu depuis 6 mois. Je ne pouvais pas vous capter. J'ai eu la chance, oui, je pense que c'est la chance, c'est quand même une chance, d'entendre parler de cette grande peine et de pouvoir participer à la peine que ces femmes ont eue, comme on en a toutes. Je voudrais leur apporter un petit secours, mais très modeste, parce que c'est vraiment... On ne peut pas faire plus. Il ne faut surtout pas se culpabiliser. Mais j'ai pris le temps, hier, j'ai pleuré. Bon, aujourd'hui, j'ai pleuré.
Demain, ce soir, j'ai vu son confrère qui est venu prendre une petite visite, mais je ne me sens pas seule. C'est ce qu'il faut, ne pas se sentir seul, ne pas laisser seul ces personnes. Même à 62 ans, vous savez. Mais vous voulez dire, C'est Monique, affreux. que finalement, d'avoir entendu Michel et Marie ce soir, au fond, ça vous a aidé, ça vous a fait du bien d'entendre? Oui, ça m'a dopé. Ça m'a dopé parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes beaucoup plus jeunes qui avaient perdu leur mari, que moi, c'était mon compagnon nous avons fait nos études ensemble, je vous raconte pas ma vie. Il y a beaucoup d'autres choses de ma vie, que j'ai eu une vie très compliquée, pas compliquée. Riche, certainement, enfin. J'avais un mari qui était médecin militaire. Et je ne peux pas trop le raconter ici parce que je sais que j'ai des personnes du pays qui me connaissent et qui vous écoutent. Parce que nous en parlons ensemble, vous voyez. Mais vous êtes là, un secours, et on a besoin de temps en temps. Vous voyez, je suis seule dans une grande maison, je ne devrais pas le dire, mais vraiment, on a besoin d'un secours. Je comprends maintenant, je comprends beaucoup mieux les personnes qui s'expriment qui vont vers l'extérieur. Avant, je ne n'y pensais pas. C'était une vie, comment dire, je dirais pas une vie parfaite, loin de là, parce que je peux pas raconter ma vie, mais c'était une vie qui était une vie normale, si vous voulez. Avec beaucoup de voyages. Il est très, il est fort votre témoignage, Monique, et émouvant, parce que vous dites qu'au fond vous aviez une vie qu'on sent bien remplie, vous ne compreniez pas riche, pourquoi au fond on avait besoin des autres, et vous dites aujourd'hui de comprendre pourquoi on peut appeler, pourquoi on peut avoir éprouver le besoin soit d'appeler pour parler, et finalement que d'autres derrière, chez eux, leur poste, peuvent aussi, ça peut faire du bien à d'autres aussi, qui écoutent, qui n'appellent pas, mais qui écoutent, et à ce moment-là, ça peut apporter un peu d'espoir, se sentir un peu moins seul. Moi, vous m'avez apporté quelque chose. Chaque fois que vous parlez d'un enfant qui est décédé, j'ai perdu un enfant de 9 ans, j'y pense toujours dans un accident de voiture. Chaque fois que vous parlez, là je vais être très discrète, d'enfants adoptés, après avoir eu un enfant biologique. J'ai vécu, nous avons vécu tout ça. Si bien que nous avons une vie, comme vous dites, moi je dis, riche intellectuellement, et j'ai très envie d'écrire. J'ai toujours eu envie d'écrire, pour que mes petits-enfants puissent savoir ce que leur père était, ce que leur grand-père était. Et ça, j'y tiens beaucoup. Excusez-moi d'avoir été long. Non, vous n'avez pas du tout fait long, parce que je trouve comment vous avez au contraire vous avez été très concise, parce que une vie aussi riche, plus de 80 ans de vie comme ça en quelques minutes, c'est avec des joies et avec de très grandes peines. Et comme dit, je laisserai le mot de la fin à First Lisa, qui est une de nos auditrices, une fidèle, et qui dit: quelle élégance et quelle grâce chez cette dame. Je suis une femme. Allô? Oui. Oui. On me prend souvent pour un homme, même. Chez cette dame, Monique. Elle a bien dit chez cette dame, elle a bien compris. Oui, parce qu'on me prend souvent pour un homme. Non, pas du tout. On a bien compris que vous étiez. Écoutez, il y avait aucune confusion possible. Mais on sait je vous embrasse. On connaît ma voix. Et alors, non pas que je sois la reine du pays, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin, j'ai trouvé à m'occuper, j'ai créé une bibliothèque, j'ai essayé de trouver un dérivatif. Et j'y parviens, je fais des animations pour les enfants avec d'autres... Mais vous m'appellerez peut-être un autre soir, maintenant que vous avez osé enfin m'appeler. Là, on arrive à la fin de cette émission, mais peut-être un autre soir, vous oserez à nouveau, je l'espère, m'appeler. Je vous embrasse, Monique. Au revoir. Seal Secret, un petit courriel. Merci à Laurence qui dit: pour Michel, il existe à l'hôpital une association qui s'appelle Vivre son deuil et qui est un très bon support d'écoute quand on est dans la douleur de la perte de son conjoint. Allez, on me reste à souhaiter, à vous souhaiter, je vais y arriver, une très belle nuit. Je
voulais dire une très belle nuit à Sa Majesté, parce qu'il dit que voilà, on ne l'appelle plus Sa Majesté. Faites de jolis rêves, il est maintenant 1h, n'oubliez pas, c'est la comédie musicale présentée par Thierry Geffrotin, mais Émilie Bonneau va vous rappeler tout ça. Bonsoir Émilie.